Donc aujourd'hui, c'est une cathédrale qui ne vit plus ni par ses prières ou par son tourisme, mais qui vit par l'extérieur qui rentre. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et après un épisode pour parler de la musique dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous propose qu'on s'intéresse à son son, à son acoustique, à ce que vous pouviez entendre si vous marchiez dans le monument en milieu de journée, au milieu des touristes. Je m'appelle Mylène Pardoën, je suis archéologue du paysage sonore et je travaille à la Maison des sciences de l'homme de Lyon-Saint-Étienne. Donc je fais souvent les trajets pour venir sur Paris, voir Notre-Dame, l'écouter. Avec Mylène Pardoën, je discutais début décembre 2019 de comment restaurer le son de Notre-Dame de Paris et elle racontait son rôle au sein de cette importante mission. Moi, je suis responsable et co-responsable, co-coordinateur du groupe acoustique qui a été mandaté par le CNRS. Donc, on a un noyau de 6 personnes, 2 responsables, moi pour le paysage sonore et un acousticien, Brian Katz, qui est à l'Institut Jean-Leron d'Alembert, le laboratoire Le LAM. À nous deux, on va pouvoir étudier tout ce qui est sonore dans Notre-Dame. Notre mission, c'est l'étude, en gros, on qualifie d'acoustique, mais c'est une acoustique au sens le plus large qui soit. Avant l'incendie, quelles sont les particularités de l'acoustique de Notre-Dame ? Déjà, c'est une acoustique avec une grande réverbération. Quand on tape dans les mains, on va entendre le son qui court très longtemps. Et d'ailleurs, pour pallier à ça et éviter, puisque c'est un lieu mixte, Notre-Dame, c'est un lieu de prière et c'est un lieu touristique, au sol, sur le trajet des touristes, il y avait des tapis pour éviter que le bruit des pas ne viennent perturber la sérénité des lieux. Donc l'acoustique, elle était celle d'une église ou d'une cathédrale, c'est vrai, avec beaucoup de réverbération, là où on peut faire aussi des jeux acoustiques par la suite quand on est compositeur. Vous avez beaucoup travaillé sur l'acoustique de Paris, mais vous avez travaillé aussi sur l'acoustique de Notre-Dame dans les siècles précédents ? Alors moi non. Brian Katz, lui, il a un modèle acoustique de 2013 qui servira de modèle de référence. Moi, j'étais pas très très loin de Notre-Dame, mais j'ai plutôt travaillé sur le quartier du Grand Châtelet et le pont au Change. Et j'avais quand même en prévision de venir grappiller sur l'île de la Cité. Bonne opportunité ou mauvaise opportunité, seul l'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, le travail que je fais moi sur le XVIIIe siècle autour de l'île de la Cité, on va dire, pour faire simple, eh bien je peux le transposer, puisque ce sont des méthodologies, je peux le transposer pour étudier autour de Notre-Dame à des périodes différentes, puisque là aussi on est sur de la méthodologie. Comment est-ce que vous travaillez justement pour reconstituer les sons du XVIIIe siècle ou d'autres époques ? Pas d'enregistrement, donc on est obligé de fouiller toutes les sources qu'on a à disposition. Et toutes les sources, c'est au sens là aussi le plus large. On a les sources textuelles et les sources iconographiques. Dans les textuels, on a tout ce qui est littérature, tout ce qui est presse, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est documents administratifs, les PV de police. Nous avons également tout ce qui est registre des testaments, les devis des travaux. Tout ça, ça va nous donner un paysage sonore. Et du côté du visuel, on a tout ce qui est tableau, tout ce qui est plan, tout ce qui est gravure, objets du quotidien, parce qu'ils sont aussi très décorés. Donc ça nous amène des images sonores de l'époque. Après, c'est à nous à y déchiffrer, à faire ce gros effort intellectuel de se dire
est-ce que c'est sonore ou est-ce que ce n'est pas sonore ? Souvent c'est sonore, puisque comme ils n'ont pas les technologies pour enregistrer, ils nous laissent des traces de la sensorialité de l'époque. C'est pas que sonore, hein. C'est sonore, c'est olfactif, ça transparaît dans leurs documents, mais c'est une façon de lire le passé qui fait ressortir toutes ces zones-là qui aujourd'hui, pour nous, contemporains, ne viennent pas de suite à l'esprit. Alors nous, on a eu l'opportunité avec Brian de rentrer dans Notre-Dame fin juillet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Alors je vais vous sembler peut-être très sage, sans sentiment, mais on n'a que 2 heures pour rentrer dans Notre-Dame, donc on n'a pas la place de se dire, de s'émouvoir, de se dire « Oh mon Dieu, comment c'est ?» On a des sentiments, certes, mais ce qui compte avant toute chose, c'est prendre des repères, regarder ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est changé. Donc voilà, on fait plutôt un bilan, un constat assez froid, et ensuite on peut passer sur ce qu'on a peut-être hypothétiquement laissé ressenti à ce moment-là. Donc quand on est rentré, le grand changement, c'est la lumière. Notre-Dame était noire, était sombre. Aujourd'hui, elle est claire. La voûte s'est effondrée à 3 endroits. Donc, la lumière du jour rentre dans Notre-Dame. Et il n'y a plus de vitraux. Donc là aussi, là où il y avait des vitraux qui étaient sombres, pas forcément parce que le vitrail était sombre par lui-même, mais parce qu'il était entaché d'une pollution visuelle, les sons, ils rentrent, la lumière rentre. Donc aujourd'hui, c'est une cathédrale qui ne vit plus ni pour l'instant par ses prières ou par son tourisme, mais qui vit par l'extérieur qui rentre. Puisque les bruits rentrent, la lumière rentre, donc quelque part, ça fait une grosse modification au niveau de l'établissement par lui-même, du bâti. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'odeur. Parce que quand même, on était au mois de juillet et ça sentait énormément encore le bois brûlé, l'incendie et le plomb fondu. C'est une odeur particulière qui colle au fond des narines. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu également, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait encore les bancs de prière et toutes ces installations avec les petites bougies. Alors les bougies ne brûlaient plus, mais elles étaient encore présentes. Donc c'est comme si la vie, elle s'était figée. Quelque part, on a fait le constat d'avoir comme si on était à Pompéi. Hop, le temps s'est arrêté. Il y a quand même des gens qui travaillent, mais quelque part, le temps s'est figé à ce moment-là. C'est à la fois intéressant et troublant. Un arrêt du temps, ça, c'est relativement rare de le constater. Et pourtant, la vie, elle continue. C'est le paradoxe de Notre-Dame, de découvrir Notre-Dame sous des aspects sous lesquels on ne les avait pas. Parce qu'avant, on imagine bien le brouhaha qu'il pouvait y avoir un peu en continu. Et là, est-ce qu'il y a une forme de silence ou c'est juste un autre bruit, un autre brouhaha qui a remplacé ? Alors non, il n'y a pas de silence, puisque même nous, quand on y est allé, il y avait des travaux. Donc systématiquement, il y a l'aspirateur qui fonctionne. Enfin, il y a un gros aspirateur pour nettoyer les voûtes au-dessus. Donc il y a tout le temps du bruit, mais pas le même bruit. Et on entend beaucoup plus le bruit de la ville, voilà, forcément. Les porosités de l'extérieur, elles sont plus présentes, puisqu'il n'y a plus rien pratiquement pour les filtrer. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant. On n'y avait pas accès parce qu'on était focalisé par d'autres ambiances. En fait, nos oreilles, vous êtes dans le son, donc nos oreilles, elles fonctionnent différemment. Quand on est dans une ambiance, on a notre oreille qui va chercher les sons et notre oreille qui capte l'ambiance. Et dans Notre-Dame, moi, à chaque fois que j'y suis allée, ce qui était très présent, c'était l'ambiance feutrée de Notre-Dame. Et on avait tout mis en œuvre, en tout cas tous ceux qui œuvraient pour la sérénité du lieu avaient tout mis en œuvre pour que cette ambiance feutrée, elle soit présente malgré le public. Aujourd'hui, non, c'est un lieu de travail. C'est plus vraiment un lieu de recueillement, de prière ou de visite, mais c'est un lieu de travail. Donc il y a le bruit des ouvriers et de toutes les machines qui sont autour.
Lors de ces quelques heures où vous avez pu être à Notre-Dame, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme travail, à part bien sûr écouter ? On a énormément observé, pas seulement avec les oreilles, on a aussi observé visuellement parce qu'il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas rentrer. La nef, le transept, la croisée de transept, on ne peut pas rentrer. Or, pour capter normalement l'acoustique du lieu, il faudrait qu'on y rentre, qu'on y pose nos dispositifs. Donc le but, c'était de voir quelles étaient les stratégies qu'on pourra développer lorsqu'on pourra rentrer. On n'a que 2 heures. 2 heures, c'est l'installation du dispositif. On ressort. On est obligé d'attendre à nouveau 2 heures. Et on pourra travailler 2 heures. Brian va émettre des sons via des haut-parleurs et des amplis. Et puis, on va recapter avec des micros ces sons-là. L'objectif de ces travaux, est-ce que c'est d'aider à reconstituer le son de Notre-Dame, ou est-ce que cet idéal n'est plus possible ? L'impossible, nul n'est tenu, hein, mais non, nous, déjà, on ne fait que des préconisations. On va quand même tendre à ce que Notre-Dame retrouve son acoustique, en sachant que l'acoustique de Notre-Dame, c'est la voûte, c'est pas la charpente. À notre niveau, on va avoir aucun avis sur ce qu'on va mettre au-dessus de la voûte. On va juste dire, voilà, pour retrouver l'acoustique, c'est ça qu'il faut. Donc il faut que la voûte retrouve ses caractéristiques acoustiques. Donc il va y avoir vraiment un état des lieux qui doit être fait au niveau de la voûte. C'est-à-dire les pierres qui ont brûlé, elles n'ont plus la même capacité de réflexion du son. Donc il faudra voir si on doit les changer ou pas. Au niveau de la voûte, nous on va avoir un diagnostic sur la voûte, sur le volume acoustique. Donc on a 3 axes de recherche qui nous sont donnés au niveau du CNRS. Le premier, c'est l'acoustique. Le modèle acoustique de 2013 qui va nous servir de point de référence, mais pas de point de référence pour le début des travaux, puisque c'est la première captation qui servira de top départ. Et à chaque fois qu'il va y avoir des changements, des modifications relativement importantes, on va refaire une captation pour voir où on en est dans l'état par rapport à ce qu'on a, parce que le modèle initial, il n'est pas complet. Voilà, ça c'est la première de nos missions, c'est retrouver l'acoustique pour l'orgue et pour les choristes qui œuvraient à l'intérieur de Notre-Dame et qui aujourd'hui sont un peu orphelins. La deuxième mission, c'est tous nos relevés acoustiques, on va les associer aux modèles virtuels visuels qui sont, eux, dans un autre groupe, qui est dans le groupe du numérique, avec Livio De Luca. Donc on va travailler avec lui pour donner nos données, numériques ou pas, et associer nos modèles pour que le visuel devienne aussi sonore. Donc il y a un travail qui va se faire dessus sur la juxtaposition des 2 modèle. Et le troisième grand axe, c'est tout ce qui est patrimonialisation matérielle. Alors, ce que j'ai obligé de dire, c'est que pour le deuxième modèle acoustique, là, moi, en tant qu'archéologue du paysage sonore, je vais intervenir, puisque Notre-Dame, c'est l'acoustique de Notre-Dame, ce sont les ambiances sonores de Notre-Dame, et ce sont les ambiances sonores extérieures à Notre-Dame. Donc, à partir du moment où on aura une date qui nous sera donnée, avant, par exemple, 1250 ou après, eh bien, on va avoir un gros travail de restitution des acoustiques et des ambiances qui viendront avant 1250, parce que je pense que c'est le moment où on a abattu le jubé. Donc il y a un jubé qui coupe en 2 Notre-Dame. Donc un jubé, c'est une paroi qui sépare les laïcs des moines et qui a une très forte incidence sur la propagation des sons. C'est pas forcément un mur en dur, ça peut être quelque chose de poreux, mais quoi qu'il en soit, ça a une incidence entre les deux. Soit parce que les rideaux sont tirés, soit parce que, comme à Brou, c'est quand même en dur et c'est pas forcément en bois. On va faire en fonction de ce qu'on nous demande. Si on a du mobilier en plus, des tentures, des tapis, on va pouvoir les ajouter. Donc ça, c'est dans Notre-Dame. Et à l'extérieur, il faut savoir que le parvis était beaucoup plus petit. L'urbain était beaucoup plus dense. Et comme il est plus dense, il y a beaucoup plus de bruit dans les rues qui vont entrer dans Notre-Dame. Et donc la troisième partie, c'est la patrimonialisation immatérielle, c'est-à-dire que on a pour mission de capter tous les acteurs qui œuvreront à la reconstitution, la restauration et la reconstitution de Notre-Dame.
Moi, je dis actuellement, on est sur une bascule au niveau de nos recherches. On n'est plus sur du quantitatif, mais bien sur du qualitatif. De l'humain, de la sensorialité, où ça devient plus complexe, puisque il y a toutes les caractéristiques qui sont liées à nos personnalités et nos perceptions contemporaines, sur lesquelles on est obligé de faire un gros travail, parce qu'on va chercher des perceptions dans le passé, sur lesquelles il y a très peu de discours. Donc il faut réellement faire fi de tous nos référents contemporains et voir comment ça peut sonner dans le passé. Le but, c'est de faire un espèce de grand vaisseau spatial, spatio-temporel, qui nous permette, par modélisation, de remonter le temps ou de se projeter. C'est-à-dire que comme ce sont des modèles virtuels, admettons qu'on veuille adjoindre une nouvelle chapelle à Notre-Dame, pour des raisons X ou Y. Eh bien, on va faire appel à notre modèle acoustique en disant quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle chapelle et est-ce que ça va avoir une incidence sur l'acoustique de Notre-Dame. On peut aller jusque-là. Faire vraiment un grand voyage dans le temps, à la fois dans le passé pour montrer, pour faire écouter ce qu'ont pu entendre les personnes dans le passé, à la fois en tant qu'acteur, je peux être choriste et voir ce que ça donne, je peux être à l'intérieur et auditeur et voir ce que ça donne, mais aussi dans le futur. L'acoustique d'un lieu, il est lié à son bâti, toutes nos parties, à nous. Sans les autres, on n'est pas grand-chose. Mais à l'extérieur, là on est dans une pièce, mais à l'extérieur, il y a aussi une acoustique de rue. Donc voilà, l'acoustique, elle est présente partout, mais on ne le voit pas. Donc moi, je dis toujours, Brian, il s'occupe de la bouteille, du flacon, moi je m'occupe du nectar qu'il y a dans le flacon. Tout ça, c'est pour le plaisir de nos oreilles. On va faire des prélèvements dans Notre-Dame. Tout le travail, il se fait ailleurs, il se fait en laboratoire. Le modèle acoustique, il est en laboratoire. Nous, en tant que... Puisque moi, je ne suis pas toute seule, j'ai quelqu'un qui m'épaule maintenant pour faire les captations. C'est pareil, on va faire des captations, on va les faire in situ, mais après, on les retravaille en studio. On ne va pas les modifier, on va les nettoyer. Notre spécificité, c'est que par rapport à des vrais archéologues, on va dire, qui sont sur le terrain, qui vont faire des carottages, qui vont nettoyer, qui, comme actuellement, ils sont sur le chantier. Nous, sur le chantier, on fait juste des prélèvements. Après, notre matière, elle se fait à l'extérieur avec les moyens informatiques. La spécificité, c'est donc on peut aller dans le passé et on peut regarder le passé, mais on est obligé d'avoir un pied dans le présent, voire dans le futur. Alors, on a un premier mandat de 5 ans qui nous est donné par le CNRS, qui nous a fait comprendre que ça durerait plus longtemps que les 5 ans. 5 ans, c'est pas forcément tenable. Le chantier, là, on va pouvoir hypothétiquement rentrer en 2020. Donc 2020, ça sera l'année du diagnostic. C'est pas l'année de restauration. Donc ça veut dire que la restauration ne débutera qu'en 2021. Alors on n'est pas sur les mêmes... On est bien d'accord, on n'est pas sur les mêmes temps entre ce qui se passe, le temps politique, de la décision politique et le temps de la recherche. Mais je fais juste un petit focus. L'incendie, il a eu lieu le 15 avril. À peu près une semaine après, les archéologues étaient sur place pour travailler. Le temps politique, et je pointe bien ça, le temps politique, je ne dis pas l'annonce. L'annonce, le soir même, ça y est, c'était bon, dans 5 ans, c'était refait. Le temps politique, c'est au mois d'août, on a commencé à avoir les premiers textes à l'étude pour l'établissement public d'administration. Et on voit, aujourd'hui, nous sommes en décembre, l'établissement, il commence seulement à émerger. Il y a vraiment des temps qui sont différents, qui vont se confronter, qui vont se télescoper. Nous, dans la recherche, on a l'habitude de dire qu'on est dans le temps long, pas forcément. Ce qui est long, c'est pas la prise, la captation, c'est l'analyse des résultats. Donc voilà, on est sur des confrontations de temporalité et des discours qui sont complètement différents. Effectivement, nous sommes sur des temps longs avec Notre-Dame de Paris. Depuis cet entretien,
Mylène Pardoën a pu entrer de nouveau dans la cathédrale. Elle y travaille même assez fréquemment. Je vous mettrai dans la description de cet épisode et sur le site passionmédiéviste.fr des vidéos et des liens pour en savoir plus sur l'avancée de son travail. Et en effet, les travaux de restauration ont déjà bien avancé à l'heure où sort ce podcast en janvier 2021. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode de cette série spéciale où nous retrouverons le doctorant Olivier Tchalut. Merci beaucoup à Clément Nouguier qui a réalisé le générique de cette série, à Dean pour la magnifique illustration, à Jonathan le mec d'Osef pour le montage, et encore merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale. Il faut d'abord se dire que la charpente est un objet patrimonial, était un objet patrimonial et qu'il faut en refaire un objet patrimonial.